Vous êtes sur le podcast Mon enfant ce héros. Nous écoutons les témoignages de ses parents, aidants, professionnels de santé qui nous racontent le parcours de ces enfants extraordinaires porteurs d'atypie. Les difficultés rencontrées, le quotidien et le courage dont ils font preuve à chaque instant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons, une jeune femme. Elle s'appelle Soujoud. Je vais la laisser se présenter. Comment ça va ? Ça va, merci. Du coup, je m'appelle Soujoud, j'ai 29 ans. Ouais. Et je suis apprentie auxiliaire de puériculture. D'accord. Avant ça, j'étais assistante d'éducation dans un collège qui accueille des enfants atteints de troubles du comportement et de la gestion des émotions. D'accord, ok. Mais c'est un collège qui fait que ça ? Non. D'accord. C'est en inclusion, donc ça veut dire qu'ils sont mélangés aux enfants dits sains, entre guillemets. D'accord, ok. Voilà. Et donc dans ma formation, j'ai été amenée à passer 5 semaines dans un EMP, donc un externat médico-pédagogique. D'accord, ça consiste en quoi ? C'est un établissement qui accueille les enfants atteints principalement de troubles du spectre autistique. Ok. Qui accueille aussi des enfants atteints de troubles cognitifs, de tous les syndromes génétiques qu'on connaît de base, syndrome de Down, donc la trisomie 21. D'accord. Le syndrome de Prader-Willi, syndrome de Williams, et qui cause des troubles neurodéveloppementaux. Alors, dans tous les troubles que tu as cités, j'en connais pas un seul avec les prénoms. Alors, la trisomie 21, c'est... Ça, celui-là, je connais, celui-là, on connaît. Le syndrome de Prader-Willi, c'est un syndrome, on les reconnaît aussi, tout comme la trisomie 21, ils ont des caractéristiques physiques, morphologiques. D'accord, ok. Atypiques. Pareil pour le syndrome de Prader-Willi. Et en fait, c'est des syndromes qui sont génétiques, qui arrivent accidentellement. On n'en connaît pas l'origine. Voilà. Ok. On connaît à peu près le mécanisme pathologique, mais on n'en connaît pas la cause encore. On ne sait pas est-ce que c'est lié aux parents ou quoi. Tandis que pour la trisomie 21, on sait que... Oui, du coup, ouais. Il peut y avoir un des parents qui soit porteur. Et c'est des syndromes qui vont toucher le développement moteur, psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. D'accord, tu peux donner une définition un petit peu des trois pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Développement moteur, ça va être tout ce qui est schéma de la marche, schéma de la course, monter, descendre les escaliers, la maîtrise des sphincters, donc l'acquisition de la propreté. Pour tout ce qui est développement psychoaffectif, ça va être créer du lien avec les gens, la communication, le langage. Et le psychomoteur, ça va être tout ce qui est apprentissage de base. Donc, écriture, lecture, lecture, tous les mécanismes de base en fait. D'accord. Donc ce qui va se passer en général pour tous ces troubles-là, donc que ce soit les syndromes ou les TSA, c'est qu'à un moment donné, généralement c'est décelé avant les 18 mois de l'enfant, on va constater qu'il y a des absences, donc il n'y a pas de babillage, il n'y a pas d'interaction visuelle avec les parents, il n'y a pas de réflexe de la marche, il n'y a pas de quatre pattes, il n'y a pas d'évolution entre le retournement du dos au ventre et du ventre au dos. Et c'est des syndromes qui vont causer une régression à partir du moment où ils vont être diagnostiqués. Donc, ce qui fait que c'est des enfants qui, par exemple, à l'EMP, ils ont 12-14 ans. Il y en a beaucoup qui ont encore des couches. À 14 ans ? Oui. D'accord, ok. Parce qu'ils n'ont pas acquis la maîtrise des sphincters. Forcément, oui. Donc forcément, ça, c'est des maladies qui sont génétiques, qui sont incurables, malheureusement, qui sont congénitales parce qu'ils naissent avec, mais qui sont décelées un peu trop tard. Alors la question de se dire qu'il y ait des enfants aujourd'hui qui soient autistes, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, c'est forcément qu'ils l'avaient... Donc dans la définition, c'est qu'ils l'avaient déjà à la naissance. Voilà, les troubles du spectre autistique, donc on parle plus d'autisme maintenant, parce qu'il y a la nouvelle réforme, le DSM-5, qui classifie tous les types d'autisme, y compris le syndrome d'Asperger, dans les TSA. D'accord. Donc les troubles du spectre autistique. Les troubles du spectre autistique, en fait, ça va être... l'enfant va naître avec. Ça va être au niveau, on suppose, intra-utéro, quand le cerveau va se mettre en place avec tous les neurones. Va y avoir un moment où les neurones ne vont pas se connecter. Et du coup, les messages vont avoir du mal à passer. Il va falloir beaucoup répéter. Il va falloir un encadrement assez spécifique. Et comme les autres syndromes, c'est incurable. D'accord.
Alors c'est vrai que jusqu'à présent, je vais parler pour moi, je vais pas parler de façon générale. Quand on parlait d'enfants autistes, souvent on avait l'image de l'enfant autiste avec la déficience intellectuelle. Bon, bah maintenant avec le temps, j'ai su qu'il n'y avait pas que ça. C'est ça. Et du coup, c'est pas tous les enfants qui sont autistes qui sont diagnostiqués avant les 18 mois, parce que tu as des enfants maintenant qui sont diagnostiqués à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et C'est ça, ça. c'est parce que le parent s'est rendu compte qu'il y avait une particularité. En fait, les troubles du spectre autistique n'englobent pas forcément une déficience intellectuelle, bien au D'accord. contraire. Ouais. Je vais donner l'exemple de Elon Musk, Mhm, créateur de Tesla. mhm. Il a le syndrome d'Asperger. D'accord. Oui, ça, j'avais entendu parler. Voilà. Donc Ouais. c'est... Oui, il y a beaucoup d'enfants, enfin de Voilà. personnes autistes en tout cas, qui ont un quotient intellectuel très élevé. C'est ça. Par contre, on constate que chez les personnes atteintes de trisomie 21, il y a beaucoup de TSA. D'accord, ok. Dû à leur syndrome, Mhm. dû à leur pathologie, ça englobe les TSA aussi. Maintenant, chez les TSA, le truc qui se pose, c'est que, étant donné qu'ils ont changé la classification, ça pose problème au niveau des diagnostics parce que, je prends l'exemple de l'autisme infantile, ça se diagnostique avant les 2 ans. Mhm. Mais quand on regarde le syndrome d'Ehrett, par exemple, ça se diagnostique aux alentours de 8 ans. C'est quoi le syndrome d'Ehrett? C'est une forme d'autisme un peu plus D'accord. sévère. Ok. Et qui va se diagnostiquer beaucoup plus tard parce qu'en fait, l'enfant, il va se développer jusqu'à un certain stade et d'un Et coup, il après, va ça, régresser. ok. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la réforme est bien de vouloir englober toutes les formes d'autisme dans une seule et même catégorie Mhm. pour éviter les discriminations, ça c'est tout à leur honneur. Mais d'un autre côté, ça n'aide pas les médecins. Parce que les enfants sont diagnostiqués de plus en plus tard. Effectivement. Ouais. Donc c'est un problème qui se pose. Mais après, au niveau intellectuel, les TSA ne sont pas forcément déficients et ils peuvent évoluer dans le bon sens. Et généralement, ils évoluent dans le bon sens. Il faut juste la prise en charge adaptée à l'enfant. On va parler rapidement ou pas rapidement de cette fameuse prise en charge, C'est ça. qui est le grand, en tout cas, en ce moment et actuellement. Bah, je vais parler de la France parce que dans les autres pays, je sais pas comment ça se passe. Mm. Un parent qui, voilà, lui, il décèle que son enfant il a une particularité. Mhm. Entre le moment où lui, il le décèle et on l'autorise, et je veux bien utiliser le mot autoriser à faire un bilan, il faut Mhm. déjà qu'on te croie quand tu dis mon enfant il a une particularité, parce que tu as des parents qui sont confrontés à mon enfant a une particularité, non mais vous en faites un petit peu trop madame, non mais c'est rien du tout, vous inquiétez pas, ou monsieur d'ailleurs. Et donc entre ces deux moments-là, déjà il se passe parfois beaucoup de temps. Et ensuite, tu as le moment où, bon, bah, vas-y, pour ceux qui ont de la chance, ça passe. Et donc, du coup, tu peux enfin passer au bilan, etc. Et au fameux dossier MDPH. Mm. Mais si la personne n'a pas de dossier MDPH. Alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, je vais commencer par là, les médecins sont pas du tout formés sur le développement psychomoteur, psychoaffectif de l'enfant. Ils sont formés uniquement sur l'anatomie et la physiologie. Ça veut dire que tu vas aller voir un médecin qui va te dire « Oui, oui, faites asseoir votre enfant, si à 5 mois, il ne s'assoit pas tout seul. » Faux, archi faux. Ça, on parle bien des médecins généralistes, lambda. Les médecins, même les pédiatres. Même les pédiatres. Même ok. les pédiatres ne sont pas du tout formés sur le développement psychomoteur de l'enfant. D'accord. Ceux qui vont avoir un minimum d'informations, ça va être les ORL. Parce que c'est Ok. à C'est partir étrange. de ce premier test-là Ouais. qu'on va déceler si l'enfant il a suspicion de trouble autistique ou pas. Ok. Parce que le premier signe qui va alerter sur le fait que l'enfant a un trouble quelque part, au niveau neurologique, Mhm. c'est le fait qu'il ne réponde pas à son prénom. D'accord. Donc, tu vas voir un médecin généraliste, il va te dire « Ouais, il fait exprès, c'est parce qu'il veut pas vous entendre. Et il va te sortir une théorie. Voilà. Tandis que tu vas voir un ORL, il va dire « Ah, on va faire un test auditif pour voir si ces tympans réagissent. Mhm. Si ces tympans réagissent, là, dans ces cas-là, je vous envoie voir un pédopsychiatre pour effectuer toute une batterie de tests qu'on appelle les tests fiches. Et là, déceler si l'enfant est atteint de troubles autistiques ou non. D'accord. Donc, Voilà pourquoi... faut passer par l'ORL. C'est ça, en fait les parents sont mal renseignés, voilà pourquoi ils ne sont pas écoutés, et en plus de ça, les pédiatres et les médecins généralistes ne sont pas formés là-dessus. Donc c'est... Après, malheureusement, la formation des médecins et des pédiatres, elle est là depuis tellement longtemps que de tout réformer, ça serait
très compliqué. Ouais, ça devient même difficile pour eux. Voilà, la chance qu'on a, c'est qu'ils ont réformé pour les infirmières, pour Ouais. les auxiliaires puères et pour les aides-soignants, ce qui fait que nous, en tant qu'auxiliaires de puériculture, étant donné qu'on est au contact des enfants, que ce soit à la crèche, en pédiatrie ou en maternité, on est formés à prendre en charge Ouais. des enfants porteurs de handicap. D'accord. Alors toi, dans ton poste, à ton travail, là où tu travailles actuellement, ton rôle par rapport aux enfants, c'est quoi exactement? Mon rôle par rapport aux enfants, le premier rôle, c'est de répondre à leurs besoins. Que ce soit des besoins physiologiques, que ce soit des besoins psychiques, que ce soit des besoins affectifs, c'est mon premier rôle. D'accord. Avant même de pouvoir les soigner, c'est de répondre à leurs besoins. Alors comme on a dit tout à l'heure que c'était incurable, etc., vous les soignez, en tout cas c'est quoi qui est mis en place pour les soigner, ou en tout cas les alléger, les faciliter? Alors dans la loi française, à partir du moment où la déclaration des troubles autistiques, le diagnostic est posé et que la MDPH a fait son travail, l'enfant, s'il a de la chance, va être placé dans ce qu'on appelle du coup un EMP. Donc un Ça, c'est pour établissement les... médico-pédagogique. Ça c'est pour les TSA très forts ou n'importe quel type de TSA? N'importe quel type de TSA. D'accord. N'importe quel type de TSA, on va d'abord le mettre dans ce qu'on appelle un EMP. Si jamais il n'y a pas de place en EMP, il va être mis dans un établissement classique, donc dans un établissement scolaire classique, dans une classe qu'on appelle ULIS. D'accord. Donc spécifique pour les enfants qui ont un besoin un peu plus prononcé d'attention et de temps pour les apprentissages. Maintenant, en France, la loi oblige à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un projet personnalisé d'accompagnement, un PPA. Le projet personnalisé d'accompagnement, c'est pas du soin, c'est un plan de soins. En gros, on va évaluer les capacités de l'enfant au niveau autonomie, au niveau intellectuel, et on va évaluer aussi le degré de ses troubles autistiques. Et on va dire, voilà, il lui faut tant de séances avec une psychomotricienne, il lui faut tant de séances avec une orthophoniste, etc. On va plutôt l'orienter vers un IMP, donc un internat médico-pédagogique, ou on va plutôt l'orienter vers l'EMP, on va plutôt l'orienter vers une classe ULIS parce que les troubles ne sont pas si sévères que ça. D'accord. Et après ça, les parents, si jamais ils n'ont pas de place dans un établissement spécifique, le suivi se fait à l'extérieur. Tout est pris en charge par la sécurité sociale. Juste, c'est très difficile d'avoir des places parce qu'il y a très très peu de psychomotriciennes, d'orthophonistes. Oui, l'orthophoniste, on n'en parle même pas. Des 5 ans d'attente. 5 ans sur liste d'attente. Voilà. Et les seules que tu trouves, elles ne sont pas conventionnées Sécu. C'est ça. Donc du coup, c'est 50 € minimum la séance, effectivement. Ouais. À quel type de difficulté tu fais face au quotidien avec les enfants? La plus grosse difficulté avec les enfants qu'on a, surtout pour les troubles autistiques sévères, c'est le fait de ne pas communiquer. Enfin, je dirais plutôt le fait d'avoir des difficultés à communiquer. On arrive à communiquer pour les choses simples, donc on utilise ce qu'on appelle le Makaton, donc c'est le langage signé simplifié. C'est un langage des signes, voilà, très simplifié qu'on leur enseigne dès le plus jeune âge. À partir du moment où ils sont diagnostiqués, généralement les pédopsychiatres orientent les parents vers ce type de communication-là. Et même avec un enfant sain, ça va l'aider en fait à développer son langage et à verbaliser ses émotions et à s'exprimer beaucoup mieux par rapport à juste l'utilisation du verbal. Le souci qu'on rencontre le plus, c'est au niveau des émotions. En fait, et au niveau des besoins, des fois, ils ont des besoins auxquels on ne peut pas répondre parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire. Ah, tout simplement, ouais. C'est juste parce que vous n'avez pas... Okay. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'enfant, on ne répond pas à son besoin, il va être frustré. La frustration va enchaîner une crise. Et la crise va mener à, comme ça m'est arrivé il y a quelques jours, de faire une contention physique. Parce que l'enfant... Ah, c'est quand vous les attachez? Non, en fait, la contention physique, donc il y a 2 types de contention qu'on utilise en EMP. Donc c'est soit avec une couverture, donc ce qu'on appelle l'enveloppement, pour les rassurer, ou c'est soit on va les attraper par derrière. Alors, on fait, selon la situation, on fait soit ce qu'on appelle une clé de bras, mais on est formé à la faire de façon... D'accord, oui, c'est pas une clé de bras comme dehors quand ils font la bagarre, on est d'accord. Non, on précise quand même, on ne maltraite pas les enfants, ne vous inquiétez pas. Vous leur faites pas de balayette, d'accord, ok. Ou alors, on va les attraper par derrière, on va leur croiser les bras, verrouiller les poignets et les coller contre leur poitrine, et on va leur parler. Et pour certains enfants, il faut effectuer juste un mouvement de balancier et ça les calme généralement dans les 5 minutes qui suivent. D'accord.
Mais ça reste un problème parce que on n'a toujours pas répondu à leurs besoins. Bah oui, c'est ça. Bah, parce que lui, s'ils se sont énervés, c'est pas gratuit, c'est pas pour rien. Voilà. C'est qu'il y avait quelque chose. Donc une des premières contentions que j'ai faites, ce qui s'est révélé, c'est que l'enfant, en fait, il avait une carie, il avait mal aux dents. Le problème, c'est qu'il savait pas parler, donc impossible de savoir ce qui se passait. Zut. Et vous l'avez su comment après? Eh ben, on a convoqué les parents. On a demandé un entretien avec les parents. On leur a expliqué que leur enfant était en crise depuis plusieurs jours. Qu'on soupçonne qu'il a mal quelque part. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les soins d'hygiène chez les enfants autistes, c'est très compliqué. Ils ne se laissent pas faire. Donc, emmener un enfant autiste chez le dentiste, bon courage. Vraiment. Ah, il faut... Même au niveau de l'hygiène corporelle, c'est très compliqué pour qu'ils acceptent de te laisser faire et tout. C'est très difficile. Pour les filles qu'on a à l'EMP, quand elles ont leur menstruation, c'est toute une relation de confiance à installer. Ça prend énormément de temps et ça se travaille bien avant qu'elles aient leur première menstrue parce que sinon on se retrouve démunis le jour où elles les ont, quoi. Ouais, mais c'est ça, après, comment tu fais, quoi. Ouais, en plus, d'ailleurs, tout à l'heure, en début d'épisode, t'expliquais... D'épisode, c'est très bien. Non, t'expliquais qu'en plus, il y en a, ils ont 14 ans et ils sont encore, encore avec des protections, donc voilà. Garçons ou filles. Donc oui, ça amène vraiment une véritable difficulté. Et alors, ma question, là, j'ai une question. Actuellement, la France, elle est dans une difficulté, c'est que je constate que dans à peu près tous les secteurs, il y a un manque de personnel, il y a beaucoup de besoins et très peu de mains. Est-ce que vous êtes dans le même cas? Alors, dans le domaine de la petite enfance, je vais commencer par le domaine général. Juste pour la ville de Paris même, pas la région Île-de-France, juste la ville de Paris, on manque de 400 postes. D'accord. Déjà. Ok. Que ce soit dans les crèches, dans les PMI ou à l'hôpital. 400 postes pour la mairie de Paris. C'est énorme. C'est énorme. La crèche où je suis en apprentissage, on a dû fermer 36 berceaux par manque de personnel. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est fou. On a dû fermer 36 berceaux. Ok. Voilà. Après, dans le domaine de l'hôpital, on manque énormément de personnel, mais la chance qu'on a, c'est que depuis 2019, donc les auxiliaires de puériculture, sont... on a changé leur référentiel, on a augmenté leur champ de compétences, donc du coup la formation certes est beaucoup plus difficile, mais au moins on sait qu'on peut les laisser seules avec une infirmière, il n'y a pas de souci. Elles peuvent effectuer certains traitements, elles peuvent administrer certains traitements, elles peuvent effectuer beaucoup plus de surveillance, les prises de sang dans les extrémités des doigts ou dans les pieds, elles peuvent les faire, donc ça soulage. Voilà, c'est fait en fait pour essayer de combler entre guillemets le manque de personnel. Maintenant, dans les structures type EMP, IMP, etc., ce qui manque, c'est les éducs. D'accord. Les éducs spécialisés, les psychomotriciennes, les orthophonistes, les psychologues. Il manque tout le monde, en fait. Ouais, honnêtement, on en manque horrible. Et le problème, c'est que ça impacte sur la prise en charge des enfants. Parce que leur premier traitement, c'est ça. C'est de faire des séances avec la psychomotricienne, d'avoir un suivi régulier. Et le fait de ne pas avoir de psychomotricienne, il n'y en a qu'une seule pour 70 jeunes. Ouais, c'est trop. Comment tu veux qu'elle arrive à suivre tout le monde? Non, on est là, on leur dit, on est démunis, on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a des enfants qui sont en crise depuis des jours et des jours et on n'arrive pas à répondre à leurs besoins, on n'arrive pas à les canaliser, on n'arrive pas à les rassurer parce qu'on manque de personnel. Mais du coup, même vous, ça doit déjà vous frustrer. Nous, ça nous frustre. Pour te dire, dans la dernière semaine de mon stage, il y a 2 professionnels qui ont déposé leur démission. Une le vendredi, une le lundi. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, ça impacte sur les enfants. Et c'est des crises très violentes. J'ai dû faire des contentions physiques parce que l'enfant, il se mordait jusqu'au sang, il se griffait le visage jusqu'au sang. Il s'en est pris à ma collègue jusqu'à lui ouvrir les bras, les mains. Oh, il le fait pas exprès. Ouais, en plus, tu vois, eux, tu peux pas leur en vouloir. Voilà. C'est pas comme... je vais prendre un exemple comme ça, mais bon, c'est pas comme une personne qui est incarcérée, qui est en pleine possession de tous ses moyens et qui va être violent. Exactement. Là, tu vas dire, ouais, mais non, lui, il est violent, lui, il sait ce qu'il fait. Là, c'est un enfant avec une difficulté propre.
tu sais qu'il t'en veut pas à toi, à ta personne. Et tu le vois, hein, tu le vois, je le vois bien quand les enfants sont en crise, ils pleurent et Les ils se tiennent pauvres. la tête, tu vois, parce qu'ils regrettent tout de suite ce qu'ils font. Mais ouais, mais Et ils se sentent ouais, pas je sais bien. pas, Donc le problème c'est que voilà, on manque énormément de Mm. personnel, mais d'un autre côté on nous donne pas les moyens. En France, il manque 400 000 places en EMP pour les enfants autistes. Et il y a de plus en plus d'enfants autistes. Après, est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait une exposition trop tôt aux écrans? Est-ce que c'est dû au fait que les mamans ont leurs enfants de plus en plus tard? Parce que ça aussi, ça joue. oui. C'est hyper favorisant pour les TSA et pour la trisomie 21 surtout. Voilà, maintenant on n'est pas écouté, on n'a pas les moyens. Et le problème, c'est qu'il y a des parents qui se retrouvent dans une détresse, mais atroce. Ah oui, mais on constate en tout cas qu'il y a... Bah alors c'est un fait c'est un fait divers qui s'est passé bah tu vois quand j'ai décidé d'ouvrir la chaîne Mon enfant ce héros, peut-être 2 3 jours après, je tombe sur le fameux fait divers à Marseille où la dame a tué son fils parce qu'il est autiste. Et moi je vois les commentaires et les gens ils terminent la maman et je me dis bon, bien sûr, on n'est pas d'accord avec le fait qu'elle ait tué son enfant, ça c'est bien sûr que mais c'est on comprend que c'était un acte de détresse. Ouais. Et Bah tu oui. te dis en fait, ça veut dire que parce qu'être avec un enfant autiste au quotidien, c'est pas facile. Non. Et comme je disais dans le précédent podcast, moi je connais une famille, une dame, elle n'a pas un enfant, elle en a 3 ou 4 autistes, tu vois. Et tu vois dans quelle détresse ces parents-là ils sont, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'écoute. Tu sais, personne te calcule, hein, je le dis un peu comme ça vulgairement. Et quand je vois tu sais, quand je lis le fait divers, pour moi ça comment dirais-je, tu sais, ça me conforte dans l'idée que faire ce podcast en fait c'est essentiel. Bien sûr. C'est, je pense pas ni le premier ni le dernier en tout cas de cette nature, mais les gens ils ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls. Les parents ils ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls, les aidants ils ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls, les professionnels entre vous devez aussi savoir que vous n'êtes pas seuls. Maintenant comment faire bouger les choses, comment faire évoluer tout ça, bah moi personnellement j'ai pas la solution. Et pourquoi pas essayer de trouver une solution tous ensemble, parce que c'est vrai que déjà quand tu as un enfant dit sain, la situation actuelle, la conjoncture actuelle en France, elle est difficile, alors quand tu es un enfant avec un handicap, je te raconte pas quoi. Tu sais, ça emmène à voilà, ce genre de faits divers, malheureusement. Après, faut pas oublier que, je parle pour les professionnels en tout cas, il faut pas que les parents oublient que le premier rôle des auxiliaires de puériculture, non seulement c'est de répondre aux besoins de l'enfant, mais c'est aussi de les accompagner dans leur parentalité. Ouais. Peu importe si c'est un enfant sain ou si c'est un enfant porteur de handicap. Notre premier rôle, c'est de les accompagner dans la parentalité. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à aller en PMI, à aller solliciter psychologue ou juste pédiatre pour discuter en fait, pour se confier, pour confier leurs états d'âme, parce que à trop garder, à se dire bah lui il m'a pas écouté donc ça sert à rien que j'aille voir un autre, ça finit comme ça. Je vais te donner un exemple. Je l'ai signalé et l'établissement le savait déjà, mais on a un enfant autiste maltraité parce que les parents ils sont dépassés. Ok, ouais, j'allais te poser cette question. Et en fait, l'enfant, il ne communique pas, donc il a du mal à verbaliser. Il parle un petit peu avec le macaton, mais c'est très compliqué. Par contre, il répète tout ce que ses parents lui disent, la façon dont ses parents lui disent. Et quand il fait des crises et qu'il monte en crise tout seul, c'est parce qu'il se rappelle ce qui s'est passé le matin. La dernière contention que j'ai pratiquée sur lui, il était assis à une table en train de jouer calmement. Et d'un coup, il s'est souvenu que sa mère, ce matin, elle lui a hurlé dessus en lui disant « Là, range-la !» Et il criait que ça pendant sa crise. Et il pleurait. Et il a tout jeté dans la salle. Il a blessé 2 de mes collègues. Il a fait peur aux autres enfants. Et je suis arrivée, ma collègue, j'ai entendu crier au secours dans les couloirs. J'ai pas eu d'autre choix que de faire une contention sur l'enfant. Bien sûr. Et l'enfant, je l'ai récupéré. Il pleurait. Et tu vois que les parents sont en souffrance, mais les parents sont fermés. Ils veulent pas, parce que culturellement parlant, c'est chôma on revient toujours à la culture, c'est de ça. toute façon. Il ne faut pas avoir honte. Où il y a un enfant, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait entre guillemets des prêches chrétiens pendant la journée, tu sais, qui s'enfermait avec son casque à sonorisant. Et ben en fait, la mère pense que si l'enfant a la trisomie et a des TSA, c'est qu'il est possédé par un démon. Il faut que les parents
je pense que c'est le premier point à soulever et c'est le premier point à traiter et je pense que c'est le plus urgent. Il faut que les parents arrêtent de confondre pathologie et culture. Mais le truc, parce que dans le podcast précédent, justement, on discutait de ça, on se disait, bon, en tout cas, nous, dans nos cultures, euh, les gens vont te... En plus, tu sais, ils ont vraiment l'image de autiste avec la déficience. Ça veut dire, si toi, tu viens avec ton enfant qui n'a pas de déficience, tu te dis, moi, voilà, je sais que mon enfant, il est autiste. Ah, vas-y, arrête tes conneries, ton enfant, il est pas autiste. Arrête avec tes trucs de blanc, tu vois. C'est le premier truc qu'on va te répondre. Mais ça, c'est encore un manque de... Bah, c'est comme pareil dans un autre podcast sur un autre sujet dont on parlait avec Esma, la somnopédagogue. C'est comme le coup de l'endométriose. Bah oui. T'as vu, c'est si tu parles de ça avec nos parents ou avec les gens au bled, ils vont dire c'est une maladie de blanc, pas parce qu'ils connaissent pas en fait. Et du coup, faut savoir s'éduquer sur des sujets comme ça qui sont quand même importants et vital. Et voilà, et l'autisme, ben c'est pas que des enfants du coup avec des déficiences, il y a plein de choses et quand on vient et on te dit non mais toi ton enfant il est normal, tu sais, c'est là que tu vois, c'est vraiment un manque de connaissances en réalité. Tu sais, il y a une auteure canadienne, elle a dit je ne suis pas mal éduquée, je suis juste autiste. Je crois que j'ai entendu, je crois que c'est ma copine, elle m'a dit ça en plus il y a 2-3 semaines, elle m'a dit un truc comme ça. Et on l'emploie aussi pour les TDAH, ça c'est une petite parenthèse. C'est un problème qu'on rencontre avec les enfants qui sont hyperactifs. On pense qu'ils sont mal éduqués, alors qu'en fait... Non, ils ont juste un trouble. Malades, tout simplement. C'est le terme. J'aime pas ce terme-là, ça peut paraître péjoratif, mais c'est le cas, en fait. C'est une maladie, c'est une pathologie, et encore plus que c'est incurable. Et l'autisme, faut arrêter de voir ça comme étant une maladie psychiatrique ou quelqu'un... Tu sais, avant, dans les années 70, on appelait ça de la débilité profonde. Ah, c'est ça l'expression? Oui. D'accord, ok. Les médecins, quand ils diagnostiquaient des autistes, ils appelaient ça de la débilité profonde. Bah, c'est eux, du coup, qui faisaient preuve de débilité profonde. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et il faut vraiment essayer de travailler sur ça. Donc ton podcast, j'espère, Inch'Allah, qu'il aidera à ouvrir les esprits sur ça. On espère aussi. Et aussi sur les types d'établissements qui accueillent les enfants autistes, parce que je sais qu'il y a énormément de parents qui refusent de placer leurs enfants dans ces établissements-là. Les EMP, les IMP ne sont pas des asiles psychiatriques. C'est ce que j'ai entendu d'une maman qualifier l'EMP de dire non, moi je ne mets pas mon enfant là-dedans, c'est un asile pour les fous. Ce n'est pas un asile psychiatrique. On vit avec les enfants, on grandit avec eux. Honnêtement, jeudi, c'était mon dernier jour de stage. Je n'ai jamais eu autant mal au cœur que ça de les laisser. De les laisser, bah voilà. Forcément. On a fait un grand goûter, on a mis de la musique, ils ont chanté, ils ont dansé, ils étaient contents, ils m'ont fait des dessins. On crée un petit monde en fait avec eux, on crée une famille parce que c'est des enfants qui sont pris en charge sur du long terme, jusqu'à au-delà de leur majorité. D'accord. Majorité s'ils arrivent à être un minimum autonome pour quitter le MP et aller dans une autre structure qui va favoriser encore plus leur autonomie et leur insertion professionnelle, mais sinon ils sont là pour très longtemps. D'accord. Donc on est obligé de créer du lien avec eux et on les traite comme si c'était nos propres enfants en fait, tout simplement. On leur apprend à se brosser les dents, on les encourage, on les stimule énormément. Faut pas croire que on est là tout le temps en train de leur donner des médicaments, les shooter, etc. Non. À l'EMP, sur 70 jeunes, il doit y en avoir 10 sous traitement, c'est tout. D'accord, ok. Et sur les 10, il y en a 3 qui sont épileptiques. C'est pour ça qu'ils ont un traitement. D'accord. Il n'y a pas de traitement médicamenteux pour l'autisme de toute façon. Ce qui va être les traitements, ça va être le lien qu'on va créer avec eux, les activités qu'on va faire avec eux, en sachant qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est la peinture, les couleurs vives, la musique, le dessin. Ça a un effet très apaisant et très thérapeutique pour eux. D'accord. Bah, c'est un bon... c'est super que tu aies donné tous ces détails parce que je pense que ça va peut-être aussi ouvrir l'esprit d'autres personnes parce qu'il y a des gens vraiment qui n'y connaissent absolument rien. Malheureusement, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup en France et voilà, moi je trouve que c'est super important d'en parler. Dans quelques temps, je ferai un épisode où j'expliquerai pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce podcast du coup.
Voilà, parce que tu n'ouvres jamais un podcast pour rien, que ce soit celui-ci ou le podcast du déclic, il y a une genèse à tout ça. C'est ça. Et voilà, et donc du coup, j'expliquerai. Alors, si tu avais un petit conseil à donner aux parents, tu leur dirais quoi? Si j'avais un conseil à donner aux parents, ce serait de ne pas désespérer, Mhm. de parler à la première personne qui peut les écouter, qui a le temps de les écouter, parce que je sais que nous, professionnels, on est souvent happés par le temps, mais et surtout de prendre l'autisme comme une différence, comme si c'était juste T'as un œil bleu et un œil vert, exactement, c'est tout. juste une couleur de cheveux différente. Mm. Et s'ils veulent que leur enfant évolue et qu'il soit le moins impacté possible par leurs troubles, c'est que de la stimulation avec des jeux éducatifs, avec du graphisme, avec la musique, avec de la pâte à modeler, avec des jeux de construction. Mhm. C'est juste ça. En attendant d'avoir leur place dans un établissement ou d'avoir leur place avec une psychomotricienne et une orthophoniste, c'est la première chose qu'ils peuvent faire. Et D'accord. surtout, apprendre le Makaton sur Internet, c'est gratuit et ça permet de communiquer avec son enfant. Bah, merci pour tous ces bons conseils. Merci, Vraiment, c'était merci à toi. un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Pas de problème, Je merci suis à toi. très très touchée. Bah écoute, on se dit à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Pas de problème. Salut. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Soujoud. Si vous aussi vous souhaitez nous apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram, sur le compte, excusez-moi, Mon enfant, ce héros. À très bientôt pour un prochain épisode.